Hello, hello, on est en direct d'Amsterdam pour l'enregistrement de l'épisode 7 de ce podcast. On est dimanche soir, je me suis promis d'enregistrer chaque semaine à partir de maintenant, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Et bien là, on fait ça le dimanche soir, on est ensemble, ça me fait plaisir d'être là. En fait, c'est pas vraiment du temps que je perds, j'ai envie de continuer de vous accompagner dans vos footings, qu'on puisse continuer de disserter un petit peu ensemble. C'est comme si j'allais courir avec vous, je le répète. Et aujourd'hui, on va parler marathon, retour d'expérience de marathon. J'en ai fait 8 et au final, eh bien, j'ai fait beaucoup d'erreurs, voire toutes les erreurs possibles. Donc, mon but, c'est d'essayer de vous en parler et de vous faire apprendre là-dessus, de vous les faire éviter. D'ailleurs, ça marche que vous ayez déjà couru un marathon, que ça soit dans les plans pour le futur, ou même si c'est un potentiel rêve qui vous semble inaccessible aujourd'hui. Dans tous les cas, vous allez apprendre des choses intéressantes qui vont vous aider, à mon avis, dans votre entraînement. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je cours depuis 18 ans, j'ai 8 marathons au compteur et ces apprentissages, ils sont beaucoup plus faciles à aller chercher quand on a l'expérience après 8 marathons, de relativiser sur ce qui a été fait sur le premier, le deuxième, le troisième et tous les autres. Et mon but, c'est que vous ne fassiez pas les erreurs que j'ai fait, ou en tout cas que vous en fassiez moins. Et ce que j'adore personnellement, c'est quand j'ai des gens qui réussissent à faire un premier marathon ou un deuxième, troisième, à avoir une belle performance dès le début, alors que moi, ça m'a pris 4 marathons avant de vraiment réussir à atteindre mon potentiel. On peut dire que le deuxième avait été réussi, ça se discute, mais en tout cas, je considère que c'est le quatrième où ça a vraiment totalement payé. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a pas mal de choses intéressantes à analyser pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas dans ce qu'on a fait sur son expérience marathon. Et d'ailleurs, l'expérience, pour moi, c'est ça la vraie différence. On ne peut pas remplacer totalement l'expérience. On peut l'accélérer avec les conseils que je peux vous donner, mais la seule manière de vraiment internaliser les conseils, de comprendre pourquoi une erreur est une erreur, eh bien, c'est de le vivre, c'est de la faire. Et voilà, vous en ferez forcément, même si vous écoutez les conseils, que vous les notez, que vous les essayez de les suivre religieusement, l'expérience, ça ne se remplace pas. Et c'est pour ça aussi qu'on peut progresser de marathon en marathon, parce qu'à chaque fois, on prend de l'expérience et du coup, eh bien, on est meilleur sur plein d'aspects de marathon en marathon. Ça marche sur le marathon, ça marche aussi pour le 10K, le semi, pour toutes les courses en fait. L'expérience, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être meilleur et d'éviter les pièges. Voilà, le but de l'épisode, c'est de vous donner un petit peu les pièges dans lesquels je suis tombé et d'essayer de vous les faire apprendre. Même si vous ferez certaines erreurs, eh bien, si vous en évitez quelques-unes, ça vous permettra d'avoir une meilleure expérience sur votre premier marathon, sur le deuxième, sur le troisième, quel que soit l'endroit où vous en êtes. Et voilà, le sommaire d'aujourd'hui, grosso modo, c'est ça. On va passer à travers mes premiers marathons, le désastre, toutes les erreurs que j'ai faites. Je vais essayer de les détailler. Et après, on va parler un petit peu de l'évolution de mes chronos de marathon en marathon et de pourquoi l'analyse, pourquoi de l'analyser et de comprendre que ça ne s'est pas fait tout seul, que c'est grâce à l'expérience et toutes ces améliorations que les chronos ont pu descendre. On ne gagne pas 30 minutes sur marathon comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas possible. Et on fera un petit retour d'expérience d'entraînement, puisque je vous ai laissé la semaine dernière avec pas mal de difficultés, on va dire, de mon côté. C'était compliqué en termes de motivation, d'énergie, et j'ai des nouvelles choses à vous dire là-dessus. Le petit week-end que je viens de passer à Amsterdam, il a été plutôt pas mal pour ça. Et d'ailleurs, pourquoi je suis à Amsterdam? Je ne vous l'ai pas dit, je pense que c'est pas inintéressant. Je suis invité à un événement au siège européen de Nike mardi. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer là-bas, mais je prends ma caméra. Elodie est avec moi pour filmer aussi. Et on va essayer de vous faire une petite vidéo sympathique pour que vous puissiez vivre ça de l'intérieur avec nous. Voilà, j'en sais pas plus, donc vous découvrirez ça prochainement. Je vous en parlerai peut-être dans le prochain podcast en avant-première. En attendant, ce podcast est toujours sponsorisé par Campus Coach, la plateforme qui te fait vivre une expérience personnalisée. Une expérience personnalisée pour chaque coureur. Parce que Campus, ce n'est pas juste des plans d'entraînement, c'est ton coach, celui qui t'explique, qui te conseille, qui te rassure et surtout qui s'adapte à ton profil, qui individualise ton entraînement, car chaque coureur est différent. Campus, ça s'adapte à tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé. Si tu veux l'essayer, il y a des plans 12 semaines qui sont gratuits
Et pour ceux qui veulent l'entraînement individualisé aux petits oignons dès le début, eh bien, je vous offre le code Running Addict qui donne 1 mois gratuit à la plateforme Campus. Allez, on passe au marathon et je reprends ma petite bouteille. La petite gorgée d'eau dès le début. Je sais qu'on m'a dit que les gorgées d'eau, le café, pour certains c'était gênant dans un podcast et que ça pouvait se couper. D'autres m'ont dit ah c'était un petit moment, c'est dommage que tu le fasses plus. Et bah du coup on va reprendre le naturel et reprendre l'hydratation pour bien articuler. Voilà, on est parti, vous savez tout. Marathon, le premier a été un désastre. Donc désastre à relativiser évidemment. Vous allez me dire quel chrono? 3h08. 3h08, c'est pas un désastre, c'est un très beau chrono. Oui, mais il faut le remettre en contexte. Parce que ce 3h08, je l'ai fait alors que je courais déjà depuis plus de 10 ans. C'était en 2016, donc ça faisait 12 ans que je courais à raison de 3 à 5 fois par semaine. Donc c'est pas comme si j'avais fait 3h08 après 1 ou 2 ans de course à pied. Si j'en étais à mes débuts, moi j'avais eu le temps de beaucoup progresser déjà. J'avais optimisé pas mal de choses sur mon profil, sur les distances courtes en tout cas. Et voilà, et surtout quand je dis le désastre, c'est que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Tout ce qu'aujourd'hui j'essaye de vous raconter pour vous faire gagner du temps sur vos courses, eh bien je l'ai fait. Et vous allez voir que la liste, elle est assez longue. J'en ai noté pas mal des erreurs que j'ai fait sur marathon. Et bah, je vais essayer d'être exhaustif pour vous en donner le plus possible pour que vous compreniez que bah, il y avait de la marche sur ce 3h08 et que les 30 minutes de gagné elles viennent pas mal de l'évitement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, du fait que j'ai évité toutes ces erreurs. La première, eh ben, elle est simple, c'est que je n'ai pas utilisé de plan d'entraînement adapté à mon profil. En réalité, sur ce premier marathon, je n'ai pas utilisé de plan d'entraînement du tout. Je me suis entraîné un petit peu à l'arrache, voire beaucoup à l'arrache. Et bah, j'ai regardé, j'ai fait le compte. Sur ce premier marathon, grosso modo, je n'ai pas suivi de plan. Franchement, je n'ai pas vu de logique, je n'ai pas retrouvé de papier qui donnait un plan. Donc tout simplement, eh bien, sans prépa, un marathon, c'est très compliqué. Je faisais du duathlon en même temps aussi et j'ai espéré faire du duathlon pendant l'été, un petit bout de prépa spécifique et arriver à faire mon premier marathon comme sur des roulettes. Et ben malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Un marathon, ça se prépare. On doit être vraiment concentré dessus si on veut qu'il se passe bien. Et ça, bah, c'est un enseignement, vous allez me dire, c'est très logique si vous m'écoutez depuis un moment, mais il faut le rappeler, il faut revenir à la base. Et quand je parle de prépa, eh ben, il faut aussi qu'elle ait une durée suffisante. La mienne, elle a duré à peine 12 semaines. Et encore, comme je vous disais, il y avait du duathlon en même temps. Donc je pense qu'en réalité, j'ai même pas été capable de dire combien de temps je m'étais entraîné avec du focus marathon sur cette première prépa. Donc on était sur du ultra court. Et vous allez voir que dans mes prépas suivantes, ça a évolué. Et les chronos ont évolué aussi grâce à ça. Donc pour moi, aujourd'hui, je conseille une prépa de 20 semaines minimum. Idéalement, ça peut être 16 si on n'a pas le temps, mais 20 semaines minimum, ça nous laisse le temps de construire en douceur, sans se stresser, sans risquer de blessure pendant la prépa. Et ça, c'est un objectif que j'aime bien mettre en avant parce que la prépa est agréable quand on a le temps de la faire. Ensuite, bah, cette première prépa, elle s'est faite aussi avec un manque de volume criant. Je me suis entraîné 3 fois par semaine pour faire ce marathon. Comme je le dis, c'est le grand minimum pour finir un marathon. Ça peut suffire, mais quand on vise un chrono de 3 heures, 3 entraînements par semaine, c'est quand même très limité. Et bah, le 3 heures que je visais, forcément, j'ai pas pu aller le chercher parce que j'ai manqué de volume. À la fin, avec 3 entraînements par semaine, on ne peut pas faire énormément de volume. La preuve, moi j'étais entre 30 et 40 km par semaine sur cette prépa. Vous verrez que par la suite, le volume il a pas mal augmenté et que ça m'a aidé à mieux finir les marathons. Donc en termes de renforcement, bah, c'est simple, il y en avait zéro à l'époque. J'étais encore dans le déni du renforcement. Je vous dis souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais, et que j'ai fait les erreurs dans le passé. Bah, je vous dis de faire du renfo aujourd'hui. En 2016, j'en faisais zéro, pas une minute de renfo dans l'année. J'ai regardé dans mon Strava, il n'y en a pas. Donc, eh ben, c'est pas étonnant qu'après le 30e kilomètre, j'ai fini à marcher et à alterner marche et course parce que je n'arrivais tout simplement plus à courir. Mon mur, il a été d'abord musculaire
parce que je n'avais pas cette endurance musculaire qui se construit à la fois avec le renfort, à la fois avec les sorties longues, le volume de la semaine. Bref, tout ce que j'ai déjà dit depuis le début, c'est ce qui permet d'être capable de tenir sur la fin du marathon, et je ne l'avais pas. Ensuite, eh bien, on a une erreur qui est assez commune aussi et qui est liée au fait de faire une prépa courte, des sorties longues pas assez progressives. Moi, j'étais sur du plus 20 minutes par semaine sur cette première prépa, et honnêtement, plus 20 minutes par semaine sur les sorties longues, c'est beaucoup trop en réalité. Le corps n'a pas le temps d'encaisser correctement cette prépa. Attendez, je vais vous revenir un petit peu dessus parce que là, on est au marathon de Toronto et je veux regarder exactement ce que j'ai fait parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de sorties longues. Ça, je ne l'ai pas noté, mais j'ai un 26 km quelque part, j'ai un 21 au semi de Montréal. Bah, en réalité, elles sont où les sorties longues? Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de sorties longues. Je trouve ça abusé aujourd'hui de me rendre compte à quel point j'ai espéré pouvoir courir un marathon avec 2 sorties longues de 22 km et une de 27. Donc en gros, j'ai fait une fois 2 heures et j'ai considéré que ça allait suffire pour courir un marathon. Franchement, c'est déprimant de regarder ça dans le futur. Vous le voyez de moi-même, je suis déprimé. Si je voyais quelqu'un qui arrivait avec sa prépa marathon et qui me racontait ça aujourd'hui, je ne saurais même pas quoi lui dire, tellement c'est déprimant. Bref, heureusement, sur les prépas suivantes, ça a un petit peu évolué, mais j'ai quand même longtemps été dans une augmentation trop rapide de la durée des sorties longues, ce qui augmente le risque de blessure, ce qui ne laisse pas suffisamment de sorties longues pour bien encaisser le volume, bien encaisser l'allure marathon et maîtriser tout ça. Et c'est pour ça que des prépas plus longues, 20 semaines, ça laisse aussi le temps de faire beaucoup plus de sorties longues. Voilà, donc sur ce premier marathon, clairement, il n'y a rien qui allait. Et du coup, objectif mal choisi. J'ai pensé vouloir faire 3 heures sur ce premier marathon. J'avais littéralement aucune chance de faire 3 heures. Et en réalité, c'est presque un miracle que j'ai réussi à faire 3h08 parce que j'ai tenu jusqu'au 30e kilomètre le chrono pour 3 heures. Et c'est après que j'ai lâché, que j'ai perdu 8 minutes. Seulement 8 minutes, j'ai envie de dire. J'ai un souvenir de cette course au mental, comme ça a été ultra dur, comme je le disais tout à l'heure. Marcher, courir, remarcher. La vision tunnel où en fait je ne sais même plus ce qui s'est passé sur les 5 derniers kilomètres, tellement je devais être dans le mal. Voilà, c'est tout ce qu'on ne veut pas avoir sur un premier marathon. En plus, je n'avais pas vraiment étudié le parcours de la compète. Il y avait quand même 2-3 petites, pas côtes, mais 2 petits faux plats que je n'avais pas anticipés et qui font mal quand on les découvre le jour J. Préparez votre parcours à l'avance, ça permet de ne pas se rendre compte à la dernière minute d'éventuelles difficultés. Et mentalement, c'est dur quand on les découvre sur le parcours. Donc, étudiez bien tout ça avant. Prenez en compte aussi la météo potentielle. Moi, j'ai tout eu ce jour-là. On était fin octobre, on était censé être dans le frais. On a eu une journée chaude à, je crois, 18 degrés au départ et 25 degrés sur la fin du parcours. Donc bref, horrible, mais ça, ce n'est pas une erreur, c'est juste un fait. Ça peut arriver, des conditions compliquées sur un marathon. Il faut faire avec et il faut aussi accepter d'abaisser peut-être un peu son objectif pour ne pas tomber dans les abysses du marathon. Une erreur que je n'ai pas faite, négliger l'affûtage. Bon, je ne m'étais pas entraîné beaucoup, donc je ne sais pas si l'affûtage il était hyper pertinent sur ce marathon, mais souvent sur les courses, je vois des gens qui ont tendance à négliger l'affûtage, à ne pas vouloir ralentir l'entraînement dans les 2 à 3 dernières semaines avant un marathon ou dans les 10 derniers jours avant un semi. Il faut réduire l'intensité et le volume pendant cette période progressivement pour faire du jus, comme on dit, et arriver en pleine forme le jour de la course, parce que si on fait ça, on diminue la fatigue au maximum, on garde sa forme et on va pouvoir voler le jour de la course. Donc ne négligez pas cet affûtage, même s'il est frustrant, même s'il peut donner l'impression de ne plus être en forme, eh bien il faut le faire parce que ça va payer le jour J. Ensuite, si on va un petit peu plus loin sur le premier marathon, c'est drôle parce que j'ai envie de dire, j'ai fait l'erreur de choisir une paire de chaussures trop agressive.
Et si vous l'aviez aujourd'hui dans les mains, cette paire de chaussures, c'était l'Adios 3. Donc, autant de vous dire que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est agressif de chez agressif. C'était une chaussure qui était relativement plate. La semelle, je l'ai encore à la maison. Franchement, la semelle, elle est raide comme du bois par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme chaussure. Mais c'était quand même du côté agressif des chaussures de ce qui se faisait à l'époque. Donc, bah forcément, quand en plus on s'est peu entraîné, que musculairement on n'est pas au point, et bah avec des chaussures qui tapent, et bah à la fin du marathon, c'est une horreur. Donc, choisissez bien vos chaussures. Si vous êtes plutôt orienté compétitif, vous pouvez aller sur des plaques carbone, mais c'est pas indispensable. Et si vous êtes sur un premier marathon, que vous visez du 5 heures, du 4h30, du 4 heures, visez plutôt le confort. Visez une paire qui va être full confort, qui va vous permettre d'être vraiment bien jusqu'à la fin du marathon et de ne pas avoir le handicap supplémentaire d'avoir mal aux jambes, mal aux pieds à cause des chaussures. Voilà, donc ne négligez pas ça, ne négligez pas non plus les vêtements, évidemment. Sur celui-là, j'étais pas trop mal sur mon premier marathon. Mais l'équipement, c'est important aussi de bien se concentrer dessus dans sa prépa, de tester des choses pour que bah, le jour J, on n'ait plus qu'à utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser et de ne pas se tromper en fait là-dessus. Parce que si on se trompe sur son équipement, ça peut faire mal. Il peut y avoir des petits frottements, il peut y avoir des gènes, ça peut être trop chaud, on peut avoir... Bref, il peut y avoir plein de choses liées à l'équipement. On va pas en parler aujourd'hui, mais ne négligez pas ça non plus et préparez votre corps avant la course parce que j'en avais eu des petits frottements sous les aisselles, je crois, sur ce premier marathon. Ou peut-être que c'était le deuxième à Paris en fait. Je pense que ça c'était le deuxième à Paris parce que le premier je l'ai fait en t-shirt, le deuxième en débardeur et en débardeur j'avais eu des frottements un peu partout, les aisselles qui étaient irritées, les tétons qui se sont mis à saigner. Donc ça, bah, on prépare avec soit de la crème type NOC pour éviter les frottements, soit des petits pansements sur les tétons. Bref, tout ça, c'est important de le tester, de le préparer aussi dans ses entraînements pour que le jour de la course, on se mette pas des petits handicaps en plus. En fait, c'est comme avoir une nouvelle paire de chaussures, se prendre une ampoule au 20e kilomètre. Et bah après, si on se la tape pendant 20 bornes, le marathon, il est dur hein, à la fin. Et bah, les frottements, tout ce qu'on va pouvoir maîtriser et qui ne va pas se transformer en difficulté supplémentaire le jour du marathon, il faut le faire. Parce que bah, c'est déjà suffisamment dur comme ça, un marathon. Donc ne négligez pas les petits détails. Et dans la rubrique petits détails, bah, je ne sais pas si c'est un petit détail, la mobilité, moi je trouve que ma routine de mobilité, vous en entendez souvent parler. Si vous voulez voir ce que c'est, vous tapez routine de mobilité Running Addict sur YouTube et vous allez voir ce que je fais quasiment tous les jours. En tout cas, j'essaye, ça prend 5 minutes, grosso modo, la version light, jusqu'à 10 minutes si je prends mon temps. Et j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup à diminuer les risques de blessures, parce que ça me permet d'avoir une foulée qui est plus fluide, les muscles plus détendus, les articulations, meilleure amplitude, bref, ça amène pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est efficace en tout cas, donc essayez et vous verrez ce que ça donne. Dans tous les cas, ça coûte 5 minutes par jour, ça coûte pas grand-chose et je le fais avant chaque entraînement, dans tous les cas. Dans le genre détail, là, on est vraiment... Bah si, en fait, j'allais parler nutrition et glucides. Donc, il y a une partie qui n'est pas du détail, mais qui sur un premier marathon peut être un peu stressante, c'est ce qu'on appelle la surcharge glucidique. C'est-à-dire que dans les 48 heures avant la course, 48 à 72 heures avant la course, on va diminuer la part de protéines et de lipides dans son alimentation et augmenter la part de glucides. Glucides complexes idéalement, pour pouvoir ne pas les avoir directement dans l'insuline, mais les stocker dans les muscles. Donc il faut bien boire en parallèle pour que ça se fasse. Mais la surcharge de glycogène, je ne la connaissais absolument pas à cette époque-là. Je n'ai pas mangé différemment à la veille dans les jours avant la course. Et potentiellement, je ne suis pas parti sur ce marathon avec des stocks au max. Alors que si on a vraiment une bonne strate de ce côté-là, une bonne surcharge glucidique, eh bien, on va partir avec des stocks de glucides qui seront plus hauts. Ils seront plus hauts dans les muscles et donc on va en avoir pour plus longtemps. Sachant que dans tous les cas, il faut vous dire que vos stocks de glucides intramusculaires, vous allez les cramer avant la fin du marathon. Donc, plus vous en avez, mieux c'est, plus ça vous emmène loin, mais dans tous les cas, vous allez les cramer. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect ravitaillement.
Et je pense que malheureusement, ce sujet est encore beaucoup trop négligé aujourd'hui par pas mal de coureurs, surtout par les débutants. Parce que le ravitaillement, en soi, ça fait peur. Les gels, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de bouffer au quotidien. On a peur d'avoir mal à l'estomac avec. En réalité, ça peut générer des petites douleurs à l'estomac au début parce que bah, c'est nouveau. Le corps, il connaît pas ça. Il faut qu'il s'y adapte. Et en réalité, l'estomac, bah, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner. Et il faut l'entraîner à manger des gels pendant les entraînements, pendant les sorties longues en particulier, surtout à la fin de la prépa, pour qu'il puisse mieux les tolérer. Il va s'améliorer à tolérer ça. Et le jour de la course, eh ben, on n'aura plus qu'à répéter une stratégie qu'on aura définie avant. Et je trouve que chez beaucoup, il y a du déni sur l'aspect ravitaillement. Oui, mais non, mais moi j'arrive pas à tolérer les gels, j'arrive pas à tolérer le ravitaillement, donc bah, j'en prends pas, ou très peu. Ou je vais prendre des pommes potes, ou juste ce qu'il y a sur les tables de ravitaillement. Avec ça, en fait, on se retrouve vite à 15, 20, allez, au mieux 30 grammes par heure de glucides, ce qui n'est pas suffisant sur un marathon. Moi, c'est ce que j'avais sur mon premier marathon. Et je pense qu'en plus du mur musculaire, j'ai aussi pris le mur énergétique, celui où on ne voit plus rien, on a l'impression d'être en PLS. Et ça, bah, c'est que les stocks de glucides sont tellement bas qu'on commence à galérer à avancer et que le corps va chercher d'autres sources d'énergie. Et ça, c'est très mauvais. Donc grosso modo, le but, ça serait au moins d'arriver à utiliser 40-45 grammes par heure. Ça, c'est un grand minimum. Moi, je suis plutôt sur du 70-75 grammes par heure, voire peut-être même 80. Et je peux vous dire que quand on arrive à ces niveaux-là de prise de glucides, eh bien, c'est beaucoup plus facile sur la fin du marathon. Beaucoup plus facile, c'est peut-être pas le mot. On va dire, c'est beaucoup plus facile sur l'aspect comment on se sent cognitivement parlant. On sent que notre cerveau, il est encore là, on a encore de l'énergie pour réfléchir, pour prendre les bonnes décisions. Même si musculairement, ça peut être compliqué, comme mon marathon de Valence, j'étais dans le mal musculairement, mais en fait, en haut, dans la tête, dans le niveau d'énergie, j'étais encore là. Et ça, c'est grâce au ravitaillement. Donc, on pourra y revenir, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, il y a des articles sur le blog aussi, mais le ravitaillement, il faut surtout pas le négliger et il faut pas s'y prendre 3 semaines avant la course. Voire pire, quand je suis sur les salons, j'ai très régulièrement des questions sur qu'est-ce que je dois faire comme ravitaillement demain. Et autant vous dire que là, j'ai la goutte qui commence à couler le long du visage parce que je me dis, qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds la vérité de bah t'es dans la merde? Parce que si tu t'es pas soucié de ton ravitaillement avant le samedi, juste avant ton marathon, eh bien ça va être une sacrée galère ta course. Soit j'essaye de broder quelque chose et de dire bah fais au mieux, fais ce que tu as testé pendant la. Même si je sais qu'en face, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment testé. Bref, je ne sais pas quoi répondre à ces personnes, ça m'attriste et j'essaye de le répéter. On est le 11 février à l'heure où j'enregistre. Si vous faites le marathon de Paris, c'est encore dans 2 mois. Vous avez largement le temps de tester. Tester un premier gel. Perso, j'utilise la marque Morton en course parce que c'est ce qui me permet d'aller jusqu'à du 80 grammes par heure. À l'entraînement, les boissons, j'utilise aussi du Meltonic. Bref, testez des différentes solutions. Vous verrez en fait ce qui correspond pour vous. Mais ne vous dites pas que le ravitaillement, c'est pas fait pour vous, car ça, c'est juste se mentir. Tout le monde peut tolérer du ravitaillement, plus ou moins selon les personnes, mais dans tous les cas, si on n'essaye pas, qu'on n'essaye pas d'habituer son corps à ingérer de la nourriture pendant la course, eh bien, on n'y arrivera pas plus dans 2 mois. Et ça sera une fin de course qui sera difficile à cause de ça. Et j'aimerais vous éviter ça. Attention à ne pas faire l'inverse non plus. N'écoutez pas, ne vous dites pas ah Nico il fait 70 à 80 grammes par heure, boum, je vais essayer ça. Ça c'est une très très mauvaise idée aussi. Il faut y aller très progressivement quand on teste le ravitaillement. Le 30 grammes par heure au début, le 1 gel par heure, bah ça peut être un bon test pour une première sortie, voir comment ça se passe. Et après on passe à 1 gel toutes les 45 minutes par exemple, pour voir comment ça marche. Et on peut aussi ajouter de la boisson à côté pour compléter, avoir encore plus de glucides. Moi, c'est ce que je fais. J'alterne gel et boisson sur un marathon. Je prends entre 3 et 4 gels de 25 grammes et de 40 grammes, mais qui font 25 grammes de glucides. Bref, 3 à 4 gels Morton et 750 millilitres de boisson.
qui me font au total, faites les calculs, hein, mais mon 75 à 80 grammes par heure de glucides. Mais n'y allez pas du jour au lendemain, sinon tout ce que vous allez faire, eh bien, c'est finir aux toilettes. Parce que votre estomac va pas être habitué, il va pas réussir à faire avec, et vous allez juste galérer là-dessus. Donc l'estomac, c'est comme un muscle, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le confronter régulièrement à quelque chose, donc à la prise de gel, potentiellement même 2 fois par semaine. Vous pouvez en prendre aussi un sur vos séances de fractionné. Ça fera pas de mal pendant la séance, que ça vous donnera un petit coup de boost, un petit coup d'énergie en plus sur des grosses séances, et ça vous permettra aussi de tester, d'améliorer votre tolérance à l'ingestion des gels. Donc voilà, ça peut être une petite astuce. Aussi le faire sur la séance de fractionné, ça fait 2 fois dans la semaine où on teste son ravitaillement. Voilà, j'ai pas mal passé de temps sur le ravitaillement, mais en réalité, je pense que c'est tellement indispensable que il faut insister là-dessus. L'hydratation, ça l'est aussi, un peu moins, j'ai envie de dire. Faire trop sur l'hydratation, eh bien, c'est souvent ce qui est fait. On se dit: «Oh là là, c'est hyper important, il faut que je boive beaucoup». Alors oui, il faut boire, mais ça ne sert à rien de boire énormément. Vaut mieux arriver légèrement déshydraté sur un marathon que beaucoup trop hydraté, avoir bu beaucoup d'eau et finir dans ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Moi, si vous regardez, au total, je prends 750 millilitres de boisson Morten, donc 750 millilitres d'eau. Et si j'ai l'occasion, quelques petits gobelets où on ne boit pas grand-chose sur le parcours, hein. Comptez surtout pas sur les gobelets pour votre hydratation. Sauf si vous vous arrêtez pour marcher et vraiment prendre l'intégralité du gobelet. Sinon, vous buvez vraiment très peu. Mais au global, je pense que sur 2h30 de marathon, si je bois 1 litre, c'est déjà c'est beaucoup de mon côté. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de boire des quantités astronomiques. Voilà, je pense que j'en resterai là sur l'hydratation aujourd'hui. C'est un sujet en lui-même et je ne veux pas rentrer trop là-dessus. On pourra y revenir. Dans tous les cas, c'est pareil. Ça, j'ai des contenus si vous voulez y aller. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet sur Insta si ça vous intéresse. En attendant, un autre point que je trouve important et que je n'arrivais pas forcément à gérer sur mes premiers marathons, eh bien, c'est le stress d'avant-course. J'avais un stress d'excitation, mais aussi un stress de je suis pas prêt, je pense. Parce que quand je regarde les prépas, surtout le premier, j'étais pas prêt avant ce premier marathon. Donc c'est normal d'être stressé quand on n'est pas prêt. C'est pour ça que je vous dis, faites tout bien, faites votre petite prépa longue, testez les ravitaillements avant, faites votre plan de course, étudiez tout ce que vous pouvez étudier largement avant la course. Comme ça, le samedi, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous reposer tranquillement. Et après, oui, vous allez peut-être stresser un peu. C'est normal. C'est un enjeu, vous avez envie d'être au taquet le jour de votre course. Donc oui, c'est normal d'avoir un petit peu de stress, d'excitation. Mais essayez de ne pas tomber dans les pensées noires, dans le stress négatif. Dites-vous que si vous avez tout bien fait avant la course, en réalité, il n'y a pas de raison que ça se passe vraiment mal. Vous avez juste à exécuter votre plan. Et si vous êtes dans une bonne journée, ça se passera bien. Si vous êtes dans une moins bonne journée, ça se passera peut-être un peu moins bien. C'est votre premier marathon, vous allez découvrir des choses. Mais déjà, c'est que de la course. D'une, ça il faut bien se le dire. Vous êtes là, c'est un loisir, donc il faut essayer de se dire qu'on est là pour s'amuser avant tout. Et de deux, oui, c'est dur le marathon, les autres courses aussi, hein, parce que je trouve que le 10 km est tout aussi dur de mon côté. C'est un autre sujet. Mais oui, c'est dur, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est venu. C'est le petit challenge qu'on s'est mis. Et du coup, c'est aussi un plaisir là-dedans. Et il faut essayer de ne pas se mettre totalement dans un stress négatif qui n'aide pas. Je sais que c'est facile à dire, mais passez du temps avec vos proches si vous êtes à la veille du marathon et que vous pouvez. Regardez des petites séries, essayez de penser à autre chose. En fait, passez pas votre journée à penser marathon, sinon c'est sûr que le stress il monte largement avant le départ. Bref, si je vais un petit peu plus loin, erreur que j'ai faite aussi sur ce premier marathon, eh bien, regardez ma montre GPS et regardez le kilométrage grâce à cette montre.
Le problème, c'est que j'étais bien en avance, enfin ma montre était bien en avance sur la réalité, puisque comme souvent, la montre GPS, elle enregistre pas exactement la distance et on se retrouve souvent à 43 kilomètres au lieu de 42,195. Donc en fait, les chronos que j'avais en tête, j'avais 800 mètres d'écart avec la réalité et ça, ça peut donner des déceptions. Typiquement, moi j'étais déjà plus sur le 3 heures quand j'ai vraiment craqué au 34e, alors que je pensais que j'étais encore dessus. Mais en fait, j'étais déjà très très loin. Bref, c'est les petits détails, mais fiez-vous aux bornes kilométriques, quelle que soit la course, que ça soit un 10 km, un semi, un marathon. Ne vous fiez pas à votre montre. Regardez les bornes kilométriques sur le parcours pour savoir où vous en êtes et calculer vos chronos si vous avez besoin. Et voilà. Et pour la gestion de course, eh bien, je pense qu'on pourra en faire un épisode complet parce que la gestion de la course en elle-même, c'est un beau sujet. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je pense qu'en podcast, ça laissera le temps d'aller un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse qu'on revienne un petit peu sur le sujet gestion de la course du jour J, parce que c'est pas inintéressant. Maintenant, je vais boire une petite gorgée d'eau et on passe à l'évolution de mes chronos sur marathon et le pourquoi. Parce que oui, j'ai eu une évolution de chrono sur marathon qui est jolie. J'en ai fait un post Insta d'ailleurs récemment. C'est bien, on voit que ça descend de marathon en marathon, mais ça dit pas tout. Parce que Insta, ça montre uniquement le côté ça progresse linéairement, regardez, vous pouvez faire comme moi. Sauf que la réalité, c'est que les chronos, ils ont été proportionnels à l'investissement que j'y ai mis. Donc oui, au début, il y a eu un énorme progrès sur le premier au deuxième marathon. Je suis passé de 3h08 à 2h55. Donc là, ok, ça fait 13 minutes de gain, mais c'est logique, puisque entre le premier et le deuxième marathon, j'ai déjà gommé pas mal d'erreurs de tout ce que j'ai pu vous expliquer jusque-là. Donc forcément, entre le premier et le deuxième, souvent on apprend beaucoup, on gomme pas mal d'erreurs, et du coup on progresse beaucoup. Mais après, il a fallu continuer de gommer les erreurs ensuite et surtout rajouter des choses, vous allez voir. Parce que la première prépa, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, on parle de 3 entraînements semaine, 30 à 40 km maximum, plus du vélo, sur même pas 12 semaines, pas de renfort. Bon, on ne pouvait pas faire bien pire. Deuxième prépa, 2017. On est 6 mois plus tard, au marathon de Paris 2017. Là, j'ai fait une prépa de environ 12 semaines, 4 à 5 entraînements par semaine, 50 à 80 km. Donc 50 km au début, 80 sur la plus grosse semaine, toujours pas de renfort. Et ça donne 2h55. Donc bon, là, on se rend compte que c'est pas mal. Honnêtement, quand je dis c'est pas mal, c'est que je veux pas être trop négatif non plus, parce que c'était en 2017, j'avais encore pas mal à apprendre et je regarde ma prépa, elle est bien meilleure. Si on regarde rien que les sorties longues, contrairement, donc j'ai un petit 21 km, ici on a un 25 km en 1h50, un 27 km en 2 heures, une petite semaine de récup. Après, on a un 31 km en 2h15 et on avait déjà le 31 km ici en 2 heures avec un semi-allure marathon inclus dedans. Et là, il n'y avait déjà pas le 2h30. Hein. Même sur ce marathon de Paris, je me suis arrêté à 2h15 de sortie longue. Eh bien, aujourd'hui, je vous dirais, il manque le 2h30, il manque l'élément principal, la cerise sur le gâteau qui va travailler l'endurance musculaire. Bref, sur tout le reste, je trouve que c'était correct. Il y avait des bonnes petites séances avec les allures. Il y a la régularité surtout tout au long du plan. On est quand même pas mal, mais on n'est toujours pas au max. Et du coup, ce marathon, j'étais parti sur 2h50. Ça finit en 2h55. Donc, il y a eu une perte de 5 minutes entre le 30e et l'arrivée. Donc, c'est joli. Premier passage sous les 2h50, les 3 heures. Jour de mon anniversaire en 2017. J'étais ravi, mais la fin de course a quand même été horrible. Parce que là aussi, on parlait de ravitaillement tout à l'heure, j'étais encore à 30 grammes par heure à ce moment-là. Et j'ai pris tous les murs possibles encore une fois. Et ça a été dans la tête que ça s'est terminé. Ensuite, il n'y a pas eu de marathon jusqu'à 2021.
Petit rappel du pourquoi j'ai pas couru de marathon en 4 ans, parce qu'entre les 2, j'ai fait du duathlon et du triathlon. Donc, la progression entre 2017 et 2021, elle est de 10 minutes, puisque je passais de 2h55 à 2h45. Mais en soi, c'est logique qu'elle ait pris 10 minutes d'un coup, parce qu'il y a eu une progression sur le triathlon qui m'a amené de me mettre au renfort et de progresser musculairement grâce au vélo, au couple vélo-course à pied. Bref. Et aussi, dans cette prépa, je suis passé de 5 à 6 entraînements par semaine, grosso modo, sur les semaines, je suis en moyenne entre 5 et 6, 60 à 100 km par semaine, donc le volume continue d'augmenter. Pas de renfort pendant la prépa spécifique, mais j'en avais fait un petit peu pour le triathlon, donc j'étais quand même mieux qu'en 2017 là-dessus. Et du coup, ça gagne 10 minutes. Prépa de 12 semaines, parce que 2021, on s'en rappelle, c'était la petite phase burn-out, donc j'ai fait une prépa de 12 semaines tout pile. Le 2h45, j'étais un peu juste, hein. Il y a eu des douleurs, il y a eu des difficultés, des crampes. C'est passé, ça aurait pu ne pas passer. Franchement, je suis passé proche de la correctionnelle. Donc celui-là, il a été beau, mais la partie que je préfère, c'est celle où on arrive, puisque 2022, marathon de Boston, entre 6 et 7 entraînements par semaine en moyenne, 80 à 110 km par semaine de course à pied. Donc ça continue d'augmenter avec un renfort par semaine. Et là, on passe à 2,42 sur le marathon de Boston, ou 2,41 et des brouettes. Et c'était solide sur ce parcours-là. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose où à la fois l'expérience commence à payer et le volume, la qualité des entraînements, le renfort. Je reviens pas sur les sorties longues, mais là, c'était sur des plans campus. Donc, vous savez qu'il y a la maîtrise, il y a la méthode et surtout la durée de la prépa. Eh bien, elle a commencé 18 semaines avant la course. Donc on n'est plus sur du 12, on est sur du 18, c'est déjà bien mieux. Et ensuite, eh bien, on a eu ce fameux marathon de Berlin, entre 7 et 8 entraînements par semaine. Ça continue d'augmenter tout doucement, entre 90 et 120 km par semaine. Là aussi, ça augmente tout doucement. Toujours une séance de renfort par semaine. Et grosso modo, on regagne 4 minutes en 6 mois, sur un parcours beaucoup plus facile que Boston. Donc c'est logique aussi. Mais ça continue de s'améliorer sur une prépa à nouveau de 18 semaines, parce que j'ai été emmerdé par le Covid pendant un petit paquet de temps avant de pouvoir attaquer ma prépa pour Berlin. Et 2023, et bien là, on est passé sur entre 7 et 9 entraînements par semaine, selon les semaines, entre 90 et 130 km par semaine. On a continué d'augmenter un petit peu, mais surtout, il y a eu 2 renforts par semaine. La grosse différence, c'est que j'ai ajouté une séance de renfort, et ça, eh bien, ça n'a pas payé autant que je voudrais sur l'aspect sensation sur la fin du marathon, mais sur les sorties longues, les 2h, 2h15, 2h20, 2h30 et même 2h40, j'ai senti que j'étais beaucoup plus fort. Ça s'est juste pas transformé le jour de la course, même si tenir 25 bornes, tenir 15 bornes en ayant les cuisses explosées, ça, il n'y a pas de secret, ça vient forcément du couple renfort sortie longue. Bref, tout ce que je veux dire avec ça, c'est que les chronos, ils ont été se chercher aussi avec un peu plus d'investissement à chaque fois. Ça vient pas tout seul, mais c'est l'expérience, je trouve, le plus important, parce que ce que j'ai dit au début, en fait, je savais pas comment marchait le marathon. Au bout de 2-3 marathons, on est encore à se poser plein de questions, alors qu'au bout de 8 marathons, on arrive avec de la sérénité. Déjà, la sérénité de s'être bien préparé, parce qu'on a appris tout ce qu'il fallait bien faire, on s'entraîne correctement, mais aussi la sérénité de savoir ce qui peut se passer le jour de la course. Donc ça, c'est inestimable en fait, d'avoir emmagasiné l'expérience de 7 ou 8 marathons et de se dire: attends, je connais tous les scénarios ou presque, et je vais être capable de m'adapter parce que je vais être capable de faire avec. Donc pour moi, la morale, c'est de se laisser le temps. Laissez-vous le temps de prendre de l'expérience. Ne soyez pas hyper exigeant sur un premier marathon. Ne faites pas comme moi, ne visez pas un sub 3 heures alors que vous n'avez absolument pas le niveau pour, parce que vous n'êtes pas entraîné pour, tout simplement, pas suffisamment. Prenez de la marge sur vos allures. Si vous êtes sur le campus, que vous avez un premier marathon et que vous voulez vraiment avoir une belle expérience, prenez un chrono qui est 5 à 10 minutes en dessous de ce qu'on vous propose. Allez-y pour découvrir, allez-y pour apprendre,
Et si à la fin, vous êtes finalement quelqu'un qui a une bonne endurance musculaire et qui a la capacité d'accélérer, eh ben faites-le, faites-vous plaisir. Franchement, dans ce sens-là, c'est toujours plus plaisant de faire ces courses. C'est dur d'accepter de partir un cran en dessous, mais en réalité, on devrait le faire dès qu'on a le moindre doute sur sa capacité à tenir le rythme. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez couru, ça marche quelle que soit la distance, hein, mais faites l'analyse honnête de ce qui a été et de ce qui n'a pas été et trouvez vos axes d'amélioration pour la prochaine course. Notez-les, travaillez-les et vous verrez qu'en fait, avec ça, bah oui, il va y avoir des progrès linéaires de course en course. Pourquoi moi, ça fait 4 marathons de suite où ça progresse de 4 minutes à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, je me dis, bah là, ok, ça s'est passé comme ça, je pourrais aller travailler ça et ça je pourrais améliorer ce petit détail-là. Et au final, bah, cumuler tous ces petits détails vont faire gagner des secondes qui se transforment en minutes. Et au global, c'est comme ça qu'on gagne 35 minutes en partant de 3h08 et aujourd'hui en étant à 2h33. Ça me paraît totalement fou et en même temps, pas tant que ça. Et en même temps, je me dis, bah, c'est juste logique et c'est juste agréable de se dire que le marathon, la course à pied en général, mais en particulier les longues distances, bah, en fait, c'est principalement l'énergie qu'on y met, l'intensité qu'on va se. Enfin, ouais, l'énergie qu'on y met et l'implication, c'est ça que je cherchais comme mot, l'implication qu'on va mettre dans son entraînement qui va pouvoir payer si on est patient, qu'on se laisse le temps de progresser et qu'on ne veut pas faire ça du jour au lendemain. Moi, c'est 1 marathon par an, 2 marathons par an, grand max, en 2022 et c'est 4 minutes par an, grosso modo. Et c'est très bien, 4 minutes par an. À un certain niveau, il ne faut pas espérer beaucoup plus, c'est déjà beaucoup. Ne pas oublier aussi qu'on est tous des amateurs, avec la vie stressante qui va avec, chacun pour ses raisons. Ça peut être professionnel, ça peut être familial si on a des enfants. Et voilà, il faut faire avec, il faut être indulgent là-dessus, mais on peut quand même faire de belles choses. On va pas optimiser au maximum tout ce qu'on fait, mais on peut quand même faire de belles choses, avoir une belle progression, être fier de soi, et c'est le plus important. Voilà. Maintenant, on revient en 2024 et bah, on va finir par des petites expériences d'entraînement. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, je voulais revenir sur bah, ce qui s'est passé dans cette semaine d'entraînement parce que pour moi, c'est pas inintéressant. On s'était laissé sur une période très compliquée où la motivation et l'énergie bah, étaient super dures à trouver. Ça fait presque un mois que je galère là-dessus à réussir à m'entraîner correctement en fait. Et là, on est dimanche soir. Je viens d'enregistrer une semaine à 90 km au compteur. Vraiment pas si mal. Et surtout, elle s'est finie avec un week-end retour du plaisir total. Ce qui m'a pas mal manqué ces derniers temps. Bah, dans le partage, parce que je suis à Amsterdam, je cours avec Kevin et c'est très cool. Et je me dis en fait que peut-être qu'en ce moment j'ai besoin d'aller faire des séances avec du monde, retourner dans mon ancien club pour aller me challenger un peu sur la piste, que ça pourrait me rebooster. En tout cas, là, c'est ce que ça a fait. J'ai eu une petite séance samedi, une petite pyramide avec des 400 mètres à VMA ou autour de VMA, donc autour de 20 km/h, des petits 600 mètres à entre 3,05 et 3,10 qui tabassent bien la gueule. Et après, il y avait un petit 1000 à entre 3,15 et 3,20 et on redescendait la pyramide avec des 600 et des 400. Ça a tenu les chronos, c'était pas facile, mais bah, quand je vois que je suis capable de faire ce genre de séance, je me dis qu'on n'est pas si loin de la forme, il faut juste se laisser le temps. Et de toute manière, comme me disait Fabien sur Insta, tu vises le marathon d'Amsterdam, c'est en octobre, donc pas pressé, laisse-toi le temps, tu vas voir, ça va revenir et tu as la base pour pouvoir faire une belle prépa ensuite. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est il faut juste maintenir la base. Je vous le dis tout le temps, hein, mais maintenez la régularité, même si la période est compliquée, que vous n'avez pas envie, maintenez la régularité dans l'entraînement, adaptez un peu les séances si c'est nécessaire, mais ne choisissez pas de ne pas y aller. Ça, c'est la pire des choses, parce qu'après, quand on veut s'y remettre vraiment, eh ben, il faut remettre en route la machine. Là, moi, avec mes 90 km semaine, dans tous les cas, si la semaine prochaine, j'ai envie de m'y remettre à fond, eh ben, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à. Et une chose qui m'a rassuré aussi, bah, c'est cette sortie d'aujourd'hui, de dimanche, de ce matin. J'avais 1h20 de sortie longue, donc sortie longue hors saison, hein, donc pas très très longue.
Et dedans, j'ai fait un 6 km tempo entre 3,55 et 4 minutes au kilomètre, où j'étais en totale aisance, à 150 BPM, donc à mon seuil aérobie, grosso modo. Et je me suis rappelé justement, en pensant au podcast que j'ai enregistré aujourd'hui, à mon premier marathon, où en moyenne, j'avais couru à 4,20. Donc là, j'étais en aisance à 3,55, alors que mon premier marathon, c'était à 4,20. Et si je vais plus loin, même si je remonte à 2014, j'avais galéré, j'avais tout donné pour passer les 1h25 sur le semi de Paris. Je ne sais plus si j'étais passé sous les 1h25, mais en tout cas 1h25, c'est autour de 4,00 au kilomètre, et j'étais à bloc pour faire ça. Et là, je pense que j'aurais pu faire un semi en 1h25 sans problème aujourd'hui. Encore une fois, le message, c'est soyez patient, soyez régulier, et vous allez voir que les progrès ils vont venir. Ça prendra plus de temps que ce que vous avez envie que ça prenne, parce que tout prend plus de temps. Le corps humain n'est pas une machine, il a besoin de temps, d'encaisser des entraînements au fur et à mesure. Ça prend des mois, ça prend des années. Mais en tout cas, si vous êtes encore là 5, 10 ans après, je peux vous garantir que vous aurez un joli niveau, vous serez fiers de ça, et beaucoup auront arrêté à côté. Donc au final, c'est comme ça qu'on devient pas trop mal. Je suis toujours très très loin de ceux qui courent vite, mais ça permet d'avoir un niveau très sympathique. Et en tout cas, si j'arrêtais aujourd'hui avec mon 2h33, en tout cas, j'en serais très fier. Je pourrais m'arrêter ici sans problème, mais on va aller chercher le 2h30, rassurez-vous. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Petit podcast enregistré d'Amsterdam. Je vous retrouve au Havre la semaine prochaine. On sera de retour. Et je pense qu'on va parler des détails qui permettent de s'améliorer dans son entraînement. Parce que j'ai des lectures là-dessus. Et quand je dis détails, je les mets entre guillemets. Parce qu'au final, les détails, quand on les accumule les uns au-dessus des autres, ça fait ce qu'on appelle des intérêts composés. Et c'est là où sur le long terme, ça paye énormément. Donc ça va être très lié à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Si vous voulez progresser sur 10 ans, c'est la somme des petits détails qui va peut-être réussir à vous faire progresser. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao ciao.